C'est l'histoire d'une démarche de recherche en action, visant à porter un nouveau regard et à proposer de nouvelles solutions à la question d'un développement inclusif et durable au Maroc. Au début, il y a la volonté d'un comité de pilotage, mis en place en 2017, regroupant des acteurs de la société civile. Economia, le centre de recherche d'HEM, l'association Les Citoyens, la fondation Friedrich Ebert, rejoint plus tard par la Confédération internationale d'ONG Oxfam. Ce collectif, constitué de chercheurs et de citoyens, inclut au fur et à mesure de nombreux acteurs associatifs et de terrain. L'objectif est simple, comprendre les freins au développement et proposer des issues innovantes dans une approche nouvelle d'analyse systémique qui se confronte à la complexité, avec la volonté de jeter un pont entre ceux qui décident et ceux qui agissent. Première étape, établir un diagnostic en s'entendant d'abord sur la notion même de développement et les valeurs d'un projet durable, économie, écologie, résilience, inclusivité. Puis en examinant les freins, blocages et déficits handicapant le développement au Maroc, sur 3 dimensions, politique, économique, sociale et culturelle. Deuxième étape, identifier les nœuds, c'est-à-dire ces points où s'entrelacent des problématiques multiples. Si on les attaque de front, ils se verrouillent de façon insoluble. Et pourtant, dans une approche dynamique de l'action, ils peuvent aussi être le point de déblocage et de transformation. C'est en agissant sur ces nœuds que l'on peut modifier la trame des relations qui les constituent, recréer de la confiance, libérer les énergies et reconfigurer le système. La 3e étape de la démarche, c'est l'identification et le recensement des émergences. En effet, malgré les nombreux freins politiques, économiques, sociaux, des expériences originales, des initiatives locales fleurissent de façon spontanée dans les failles du système et malgré les contraintes. C'est ce que nous appelons les émergences. Des dynamiques d'intérêt collectif, transformatrices, désirées et autoconstruites, apportant aux communautés qui les initient des changements qualitatifs significatifs dans le bien-être, la création de valeur et le mieux vivre ensemble. Elles sont d'une grande diversité et peuvent avoir des vocations multiples, agricoles, touristiques ou artisanales, environnementales, culturelles ou éducatives, liées à la création de produits ou de services. Leur gouvernance est interne à la communauté initiatrice. Mais les émergences peuvent aussi parfois bénéficier de soutien extérieur, institutionnel ou privé, par des acteurs catalyseurs ou facilitateurs. Aucune émergence ne ressemble à une autre, mais toutes constituent des expériences à taille réelle, des opportunités de transformation du Maroc. Fort du potentiel de cette approche, l'enjeu aujourd'hui est de passer du micro au macro, de l'expérience située à la transformation systémique. Il n'y a pas de solution clé en main, mais plutôt une conviction. C'est par la libération des énergies, le développement des compétences, la confiance retrouvée entre toutes les parties prenantes que pourra s'ouvrir le champ des possibles. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce séminaire filmé sur le projet Pour un Maroc des émergences. Nous allons discuter aujourd'hui de comment imaginer un projet de développement qui soit au service d'un Maroc plus inclusif et plus durable. Nous avons avec nous 6 intervenants qui ont participé à ce projet, qui ont nourri les réflexions depuis 3 ans. 4 sont présents avec nous aujourd'hui. Monsieur Ahmed Benabadji, Madame Loubna Mouna, Madame Manal Aboubi et Monsieur Amin Belmlih. Nous avons également avec nous en ligne 2 intervenants, Driss Khrouz et Mamoun Tahiri Joutaï, qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Ce séminaire est filmé et sera diffusé sur une plateforme où vous aurez la possibilité d'intervenir en posant des questions. Vos questions serviront à poursuivre la réflexion, à alimenter ultérieurement le débat. Nous commençons. Plongeons à présent dans ce Maroc des émergences et je vous invite à découvrir Driss Khrouz avec nous, qui va nous présenter la vue d'ensemble et nous préciser ce que sont les émergences. Si Driss Khrouz, bonjour. Vous êtes avec nous de Rabat.
vous êtes professeur de sciences économiques, vous avez été pendant quelques années le directeur de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc et vous dirigez la Fondation Esprit de Fès. Vous faites partie du comité de pilotage de ce projet qui, je le rappelle, a été porté à la fois par Economia HEM et l'association Les Citoyens. Donc vous êtes associé à ce travail depuis le début. Pouvez-vous nous dire quelles sont les racines et la philosophie de ce projet? Ce projet est né d'une discussion au sein du comité de pilotage sur la question de projet de développement, de modèle de développement. Nous sommes en 2017, donc ça fait quand même 4 années que cette question a été abordée. Elle a été abordée suite au débat et au discours de Sa Majesté sur la question du modèle. Mais ce n'était pas en réaction ni en alternative, c'est une réflexion qui se veut globale, qui se veut articulée, qui se veut aussi montante entre des chercheurs, entre des chefs d'entreprise, entre la dimension territoriale, la dimension expertise, et c'est important, toutes ces dynamiques qui existent et qui ne sont pas suffisamment bien connues pour la simple raison que chaque fois que nous abordons la dimension de développement, elle est située au niveau de l'État, au niveau macro, au niveau global, au niveau de la mondialisation. Et donc, il y a peut-être, avions-nous pensé en 2017, qu'il fallait articuler cette approche globale avec une montée du terrain, partir des expériences, sachant, et je vais le redire, qu'il ne s'agit pas d'anecdotes ni d'exceptions, mais beaucoup plus de réalités concrètes. Nous allons justement en parler. Ce travail né à cette époque a permis des synergies à travers un certain nombre d'ateliers, un certain nombre de réflexions, des études de terrain, des diagnostics de diagnostics, des auditions, des écoutes. Une fois que nous avons fait tout ce travail pendant l'année 2018, et tous ceux qui ont participé nous ont appris énormément de choses, nous avons évidemment considéré, c'était peut-être le défaut de ce que nous sommes initialement. Moi, professeur d'économie, j'ai enseigné les questions de développement pendant des années, et nous nous rendons compte tous, et là nous sommes tous d'accord là-dessus, aussi bien Rita Lahloud, Risk6 que moi, et puis le conseil scientifique, que cette approche économiste, technique, financière du développement, finalement, elle est décevante dans la mesure où elle donne l'illusion de comprendre alors qu'elle comprend la forme. Quand je dis la forme, je dis la surface. Je ne dis pas que la forme et la surface n'ont pas d'importance. Je dis que souvent, elles occultent ce qui, peut-être, au fond, dans les racines, explique toute une dynamique. Et donc, sans la dynamique du développement, et c'est ce qui se fait souvent, on analyse la croissance économique plutôt que le développement économique, parce que les économistes, à tort, et j'en suis un imparfait évidemment, nous occultons la question culturelle, la question territoriale, la question des inégalités, la question de l'intégration de la femme, en considérant que l'économie va créer une dynamique et le reste suivra. En fait, nous nous rendons compte, et c'est ça l'essentiel, que ce n'est pas vrai. Et nous l'avons fait à travers 4 épisodes, 4 périodes, non pas chronologiques, mais synchroniques, des dimensions, une dimension économique, politique, économique, sociale. Et ces dimensions, au nombre de 3, sont portées par 4 dynamiques, qui sont la question du genre, la question du territoire, la question de la confiance et du lien social, et la question de la confiance dans la société et la libération des énergies. Autrement dit, il n'y a pas de développement durable dans une société inclusive si les acteurs ne s'intègrent pas dans une vision dynamique de confiance, de capacité par rapport aux relations sociales, par rapport à la culture, à l'école et par rapport au système de production. S'il n'y a pas ces articulations entre 3 plus 4, la dimension politique, économique et sociale et les axes transversaux qu'il apporte, le genre, le territoire, la confiance et la liberté des énergies,
il y a une désarticulation. Et nous estimons, à tort ou à raison, mais en tout cas ce que nous pensons, et c'est, si vous voulez, la thèse que nous proposons, qu'au Maroc, il y a des avancées considérables dans certains domaines, notamment les infrastructures, notamment les institutions, notamment cette démarche de top-down, du haut vers le bas, mais que cette démarche, elle est désarticulée. Souvent, il crée des désenclavements, il y a des ruptures, et donc il n'y a pas de synergie. À partir du moment où il n'y a pas de synergie, il n'y a pas de convergence. Et à partir du moment où il n'y a pas de convergence, on ne fait pas attention aux émergences. Donc, c'est cette histoire de synergie, convergence, qui doivent amener vers le bas vers le haut et du haut vers le bas, fait qu'il y a des hiatus, des courants d'air, Et cela a été fait en portant l'accent sur une deuxième période que nous avons appelé ça les nœuds. Les nœuds ou les grappes de nœuds. Pourquoi les grappes de nœuds? Alors, quand on dit deux nœuds, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que ça coince, mais ça veut dire aussi que si on sait dénouer, ça libère les énergies, ça crée le lien, ça crée la confiance. Et donc, ça libère l'espérance et l'espoir, et ça met une société en mouvement. Alors, et parce qu'il y a ces nœuds, nous avons à tort, sous portée de jugement de valeur, que malgré les efforts, ils sont considérables faits au Maroc, au niveau institutionnel, au niveau des infrastructures, au niveau d'un démarrage, ces nœuds ne peuvent être dénoués que si, au préalable, et c'est important, des prérequis sont levés. Et les prérequis, au niveau que nous avons relevés, ils sont 5. Un système éducatif, il faut qu'il soit pluriel, ancré dans son territoire, et Dieu sait qu'on est loin de là. Une protection de l'environnement, des ressources locales par l'État, par les régions, par les acteurs, par l'entreprise, par la société civile. Un renforcement des corps intermédiaires, parce qu'entre l'État et le territoire, la proximité, il y a un vide. Il n'y a pas de politique et d'économie de culture sans les syndicats, sans les partis politiques, sans les universités, sans les intermédiaires, sans les médias. Et donc, on ne peut pas considérer qu'on peut se passer du politique, on peut se passer de l'entreprise. On a besoin de tous. Un renforcement donc de la décentralisation de la décision. Et nous avons, à travers le diagnostic des diagnostics, relevé qu'il y a au Maroc une dispersion des centres de décision et beaucoup plus peut-être cruciale que la décentralisation, alors que nous parlons de la régionalisation, nous parlons des territoires, nous parlons de la subsidiarité, qu'il n'y a absolument aucune décision en termes de pouvoir des territoires. Et le pouvoir des territoires, il est d'abord politique et il se décline en économie et en culture. Et en termes de prérequis, il faut qu'il y ait des espaces publics, ils favorisent la créativité, ils favorisent la diversité pour que, effectivement, ce projet de société que voulait la Constitution de 2011, dans lequel il y a 2 langues officielles, il y a l'égalité entre l'homme et la femme, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté du culte, soit porté par des réalités pour que ça ne reste pas justement un discours, ça ne reste pas simplement une espèce de prescription, et que donc nous disons qu'il faut passer de la prescription à l'interrogation du réel. D'où le dernier paquet, la dernière dimension, ce sont les émergences. Alors les émergences, ce ne sont pas des anecdotes. Les collègues qui sont aujourd'hui présents les ont créés, les ont portés avec bonheur. Ce sont des convictions, ce sont des adhésions. Mais ce sont des adhésions dans la mesure où ce sont des projets collectifs, dynamiques, ancrés dans un territoire, mais qui sont partis d'initiatives, souvent individuelles, mais qui ont progressivement créé un effet de boule de neige, un effet de synergie. C'est ça la synergie. C'est-à-dire plus elle avance, plus elle s'agrandit. Alors les émergences, c'est quoi? Vous avez posé la question, Madame Sfrioui. Ce sont des dynamiques locales, ancrées sur des projets concrets de création de revenus, d'activités génératrices de revenus, de capacité, d'émancipation des populations, de prise de conscience du pouvoir territorial et dans le cadre des institutions de l'État, avec l'aide des banques, l'aide des entreprises, l'aide de l'État, l'aide de la coopération internationale,
créer des dynamiques. Et nous avons remarqué à travers les 26 cas, qui ne sont pas des cas isolés, mais qui sont faits sur la base d'échantillons qui ont été étudiés. Nous avons articulé entre les dimensions analytiques, diagnostic des diagnostics et études de cas. Et tous ces cas ont montré que ce sont des voies d'espérance, non pas au sens théologique du terme, mais au sens sociopolitique, parce qu'elles créent non seulement des pédagogies, non seulement des trajectoires, mais qu'elles ont amélioré les réalités des populations à travers l'école, les routes de désenclavement, les centres de santé, à travers les productions créées, à travers le développement durable, la protection des ressources, la biodiversité, le développement de la culture de montagne, et que donc ce ne sont pas simplement des cas isolés, mais ce sont des nuages, au sens où on en parle dans les statistiques, et que ce sont des constructions collectives limitées, mais dans une synergie dynamique. Et c'est là ce que nous proposons en conclusion, c'est qu'il n'y a pas de développement durable dans une société inclusive si elle ne part pas d'une vision d'une nation unie, homogène, articulée, mais que cela se conjugue dans les territoires, par les populations. Évidemment, la conclusion de la conclusion, ça suppose qu'il faut faire confiance aux citoyens, il faut libérer les énergies, il faut les laisser travailler, il faut que la justice soit juste, il faut que la justice soit sociale, que la société soit solidaire et recréer le lien de confiance, parce que nous avons remarqué depuis une dizaine d'années qu'il y a au Maroc une espèce de recul en matière de lien social, en matière d'homogénéité de la société, en matière de capacité, en matière de ce que certains appellent, même si je n'aime pas le terme, les savoir-vivre, les vivre ensemble et les skills soft, etc. Je vous remercie. Merci Sidris. Je note donc que vous soulignez la dimension fondamentalement culturelle du développement et pas uniquement sa dimension économique. Je note aussi que vous appelez à une véritable révolution culturelle pour pouvoir profiter de des potentialités qui existent au Maroc et pour les mettre en acte. La question technique fait que vous ne pouvez pas m'entendre, pas plus que je n'ai pu vous poser mes questions pour vous relancer, mais nous avons bien compris vos idées. À présent, je me tourne vers Manal Haboubi pour nous préciser un peu la méthode qui a été adoptée pendant ces 3 années. C'est une méthode tout à fait particulière sur laquelle vous allez nous éclairer. Alors, vous êtes enseignante chercheuse à l'université Mohamed V. Vous êtes également chercheuse associée à Economia HEM, où vous coordonnez la chaire Innovation sociale des entreprises. Et vous avez suivi ce projet à son début et vous le reprenez avec un regard lié à votre spécialité. Qu'est-ce qu'une démarche de recherche-action ? Alors effectivement, la démarche poursuivie pendant ce travail-là, et c'est ce qu'on appelle la recherche-action. Il faut savoir qu'en sciences sociales ou en sciences économiques et de gestion, on a 2 grandes tendances. On a la recherche fondamentale qui cherche à nourrir particulièrement la littérature académique à travers la compréhension des phénomènes qu'on observe, des phénomènes sociaux, économiques, organisationnels. Et donc on va mobiliser la littérature ou les cadres conceptuels pour comprendre ces phénomènes-là. Donc ça sert clairement à alimenter la littérature. Et puis on a l'autre tendance qui est la recherche-action, qui va faire exactement la même chose que la recherche fondamentale, mais qui va aller au-delà pour apporter des lectures ou des grilles de lecture qui vont être, on va dire, digestes aux acteurs concernés par les phénomènes qu'on observe. Et c'est exactement ce qu'on a fait dans le cadre de cette recherche-là, où on a pris le temps d'abord d'analyser, de comprendre, à travers et en mobilisant les cadres de référence qu'on pourrait trouver. Et donc ça explique un peu l'équipe multidisciplinaire de chercheurs, mais aussi de profils différents de contributeurs à ce projet-là, pour par la suite arriver à aller vers le terrain pour essayer de comprendre comment ces émergences prennent sens, quel sens les acteurs concernés par ces émergences donnent à leur action et quelles sont les différentes liaisons ou compositions qui existent entre ces acteurs. Donc cette recherche-action, c'est une recherche à 360 degrés qui va alimenter à la fois, ou qui va s'inspirer des cadres conceptuels pour aller alimenter à la fois la littérature qui nous intéresse, nous, communauté des chercheurs, mais aussi dans une logique de
de valeurs partagées, aussi contribuer à faire avancer les réflexions très pratiques sur le terrain. Donc une réflexion dans les deux sens, où Exactement. La pratique alimente la théorie et la théorie enrichit les pratiques et leur permettent de se renouveler, de se renforcer. Le projet du Maroc des émergences vise à voir quels sont les modèles duplicables et donc de s'inspirer des expériences locales à petite échelle pour voir comment les faire grandir à plus grande échelle. Vous utilisez la notion de scalabilité, puisque l'enjeu est de passer de l'expérience terrain localisée à l'analyse systémique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie, la scalabilité? Alors, cette scalabilité, c'est de pouvoir partir de certaines émergences ou expériences réussies et voir même aussi les autres expériences qui ont moins réussi pour voir quelle forme d'expansion, d'extrapolation on pourrait avoir pour faire élargir un petit peu le champ de la réussite. Et donc, ceci, en tant que centre de recherche, est très codé par la méthodologie suivie. Donc, il y a une forme d'épistémologie de recherche qui va un petit peu dicter la manière de scale, d'extrapoler ces expériences. Quand on part dans une posture déductive où on va d'abord analyser les concepts, puis après aller les tester, statistiquement, on peut très facilement les extrapoler parce qu'on a un petit peu cadenassé toutes les variables contextuelles, spécifiques. Par contre, ce qu'on a adopté ici dans le cadre de cette recherche, c'est plutôt une démarche qui est inductive, qui vient du terrain, et donc qui ne formule pas par la suite les recettes de transférabilité directe. Mais en fait, elle va donner une forme d'enseignabilité de ces pratiques-là pour qu'on puisse par la suite les utiliser comme une boîte à outils, mais pas comme des recettes prêtes à être réutilisées. Donc cette question de scalabilité prend un sens qui est assez compliqué à mettre en place parce qu'on part de lecture, de grilles de lecture et d'un ensemble d'outils qui seraient à utiliser par les acteurs, qu'ils soient des chercheurs ou des acteurs terrain, en fonction du contexte. Il est très, très difficile d'avoir un ensemble d'indicateurs qui pourraient par la suite être extrapolés aux dynamiques contextuelles, territoriales qui sont très diverses. Merci infiniment. Alors, Manal, vous allez avoir un rôle particulier avec nous dans ce séminaire, puisque je reviendrai vers vous à chacune des étapes de la compréhension de ce processus pour apporter votre regard scientifique. Donc je vous propose que nous tracions à présent le déroulé de ces émergences, comment elles sont nées, quels sont les prérequis et quelles sont les différentes étapes qui leur ont permis de s'installer dans la durée et de se construire réellement comme des expériences positives et duplicables. Je me tourne à présent vers Madame Loubna Mouna, qui est commandant de bord et qui est membre du bureau de l'Association des citoyens. Vous êtes cofondatrice d'une émergence qui s'appelle We Speak Citizen et je souhaitais que vous puissiez nous décrire cette expérience de We Speak Citizen. Vous faites le constat d'un potentiel exceptionnel qui existe au Maroc et de la nécessité également, le deuxième constat dont vous m'avez fait part, c'est que deux mondes s'ignorent finalement, un monde qui serait un monde de sachants et un monde qui serait le monde confronté aux problématiques du quotidien. Et c'est effectivement un constat qu'on fait, que nous vivons dans une société extrêmement cloisonnée et extrêmement hiérarchisée. Et pour vous, une expérience démarre lorsqu'il y a ce que vous avez appelé un coup de foudre entre une personne issue d'une communauté et quelqu'un d'extérieur à cette communauté et qui vont permettre de mettre en mouvement l'émergence en question. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Alors tout à fait. Moi, je vais parler de mon regard de praticienne, terrain, du monde rural. Donc l'ONG We Speak Citizen s'est donné vraiment comme mission d'accompagner le développement du monde rural.
Après, quand on a dit accompagner le développement du monde rural, ça veut dire quoi? Donc, on est parti d'abord par une observation, donc un potentiel extraordinaire du monde rural, que ce soit un potentiel naturel, un potentiel en ressources humaines, en ressources même endogènes qui sont normalement capables de créer du développement économique. On a au Maroc tout un système donc d'accompagnement qui est tout juste exceptionnel, et là, ça ne fonctionne pas réellement. Il n'y a pas cette alchimie qui se passe entre le monde des solutions qui sont pensées au niveau macro, qui sont déployées ensuite en action au niveau méso, et les gens qui sont censés prendre en charge ces outils-là pour pouvoir se développer. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un gros souci, c'est que ces deux mondes ne savaient pas parler la même langue. Les gens qui vivent dans les territoires, et là je parle bien entendu des territoires ruraux, qui est notre spécialité, ont une idée très très fine de ce que sont leurs problèmes. Ils ont aussi une idée très très fine de ce que pourrait être leur solution. Et en général, ce n'est pas du tout l'idée que vont s'en faire les gens qui, eux, détiennent les solutions, que ce soit en termes de connaissances, ou en termes de financement, ou en termes de programmes d'accompagnement. Donc les sachants ne sont pas ceux qui prétendent être des sachants. Mais les deux sont sachants, au fait. Les deux sont sachants. Et les deux doivent pouvoir se mettre en mouvement ensemble pour pouvoir créer une dynamique à même de faire émerger un territoire. Et donc, pour pouvoir prendre ce mot de coup de foudre, donc ce n'est pas moi, là je l'ai emprunté à mon cher ami, c'est Ahmed Benabadji, et donc en discutant, en partageant sur les différentes émergences, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce qui se passait, c'était à peu près la même chose. C'est qu'à un moment donné, il se passe que quelqu'un du monde des sachants des villes, donc qui a bien entendu une connaissance assez fine, ou quelquefois même pas, mais qui a une connaissance de ce qui se passe comme solution proposée par le monde urbain, et qui se met en relation avec quelqu'un du monde rural qui, lui, a une envie de citoyen, de se dire, OK, je ne veux pas que les choses restent comme ça, j'ai envie de faire bouger les lignes, mais je ne sais pas comment le faire. Et quand ce coup de foudre se passe là, les gens se donnent la main. Et ensemble, vont faire vraiment preuve de citoyenneté. Ils vont se mettre tous les deux au service de cette communauté, au service de cette cité. Et de là, les choses se passent. Vous pouvez nous donner un exemple ? Moi, j'ai un exemple tout récent, là, que je viens de voir. Et c'est un instituteur, donc dans une école, qui va aller rentrer en contact avec une jeune fille du monde rural, mais dans un village complètement paumé, extrêmement pauvre, quasiment sans ressources. Et l'alchimie qui va se passer entre ces deux personnes, donc c'est une alchimie, j'allais dire, mentale, c'est les gens, ils ont la même envie de se mettre au service, va faire que ensemble, ils ont été capables de remettre à l'école 70 enfants qui étaient déscolarisés en une semaine. Et l'objectif, c'est pour ça que ce qui se passe relève un petit peu de la magie, l'objectif de cette jeune fille, c'est de rescolariser tous les enfants du monde rural du Maroc. Comment elle a pu le faire ? Elle a pu le faire parce qu'elle a demandé, la solution était, si les enfants ne sont pas scolarisés, c'est parce qu'il n'y a pas de transport scolaire qui arrive jusqu'à chez nous. Donc elle a demandé à cet instituteur, est-ce qu'il était possible de... Oui. Donc, ils ont mis en place un transport scolaire. Ensuite, il fallait un internat, il fallait des bourses. Ces mécanismes existent. Donc, l'instituteur a juste mis en mouvement les mécanismes de l'internat, de la bourse, et ces enfants ont été boursiers, scolarisés. Ensuite, le fonctionnement communautaire fait que elle a rassemblé, parce qu'elle connaît ce fonctionnement communautaire que nous ne connaissons pas. Donc, elle a pu rassembler toute la communauté autour de ce projet commun où ils lui ont confié à elle, une petite jeune fille de 17 ans, la responsabilité de tous ses enfants. Donc, elle accompagne les enfants et les parents, là, sont rassurés. Et une démarche communautaire qui est de scolariser les enfants. Et ça fonctionne. Et c'est assez incroyable. Quel est le rôle de l'éducation pour pérenniser, et pour déclencher d'abord, et puis ensuite pour pérenniser des initiatives comme celle-ci ? Alors là, c'est une limite que nous, on a constatée. C'est que même quand l'alchimie se passe, on arrive très vite à un espèce de plafond de verre. C'est que les gens, en fait, le pouvoir est libéré. Mais l'accès à la connaissance et l'accès au savoir sont très vite limités par des freins qui sont des freins de connaissance et d'éducation. Quand on ne sait pas parler français, quand on ne sait pas parler anglais, quand on ne sait pas utiliser l'outil numérique, c'est difficile de l'apprendre quand on a 35, 40 ans, qu'on a été câblé pour parler Darija ou pour parler berbère uniquement.
Ce sont de véritables freins qu'il est difficile de combler, qu'on peut combler, mais vraiment très partiellement. Un des pouvoirs qu'on doit absolument, ou un des outils qu'on doit absolument développer au Maroc, c'est l'accès à une éducation de qualité, notamment en préscolaire et au primaire, qui vont doter ces gens des capacités de, quand le pouvoir est libéré, eh ben, ils sont capables d'aller accompagner leur processus de développement de manière extrêmement efficiente. Alors ça, c'est ce que n'importe quel citoyen, dans un état de droit, est fondé à réclamer à ses pouvoirs publics. Et donc, effectivement, il n'y a pas d'émergence sans véritable démocratie en œuvre et pas uniquement sur le papier. Mais vous insistiez également sur un autre aspect. Pour sortir de l'extrême précarité dans laquelle beaucoup de nos concitoyens sont malheureusement piégés, vous insistiez aussi sur la reconnaissance des savoirs locaux et vous disiez que les émergences que vous avez observées sont celles qui se situent en dehors de ce que vous avez appelé les autoroutes de la modernité, avec une certaine façon de faire qui ne correspond pas forcément aux attentes. Est-ce que vous pourriez développer sur ce point ? Tout à fait. On ne peut pas penser le développement de manière uniforme. Sinon, on va créer des pâles copies de ce qui se fait ailleurs. Il faut prendre les gens exactement là où ils sont, avec leurs forces, avec leur savoir-faire, avec leur identité et avec l'incroyable potentiel que l'ont légué leurs ancêtres. Et c'est à partir de là, et à partir de ce point-là, en partant et respectant totalement leur ancrage culturel, alors, il ne s'agit pas de repli identitaire, comme on pourrait se le reprocher. Non, non, on part juste de nos forces et on crée une identité à partir de laquelle on se construit et on peut ensuite aller pour inventer, aller se pluguer sur la modernité du monde universel. Mais on ne pourra créer un véritable modèle de développement, pas en le copiant, mais vraiment en s'ancrant et en partant de qui on est et de nos forces et non pas de nos faiblesses. Merci Madame Mouna. Manal Boubi, comment peut être conceptualisée cette voie de la traduction adoptée par We Speak Citizen? Quel retour vous avez sur cette expérience? Alors, ce qui est passionnant, c'est de voir que We Speak Citizens adopte une approche sociologique documentée depuis plusieurs années qu'on appelle la sociologie de la traduction, la théorie de l'acteur réseau. Donc, je suis très contente de voir que ces théories-là se pratiquent et on a nos exemples qui se font concrètement au Maroc. Donc, clairement, cette théorie de la traduction fait qu'elle va chercher à comprendre une réalité à travers déjà la mise en place de ce réseau de personnes qui composent cette réalité, que les auteurs ici appellent les actants, mais pas uniquement les personnes, il y a aussi les objets, et il y a aussi l'humain et le non-humain. Et donc, cette traduction, on l'appelle aussi la théorie de la traduction, va chercher justement à ce que des entités qui sont tout à fait légitimes dans leurs propos, mais habituellement ne se parlent pas ou ne se comprennent pas, puissent avoir un mécanisme de réseau qui leur permet de dialoguer et avoir un langage commun. Donc, première étape, c'est déjà avoir des objectifs communs et converger vers le même objectif. Après, il y a tout un ensemble de dispositifs qui va chercher à contextualiser, on appelle ça la problématisation, ça veut dire on va miroiter la situation en fonction des intérêts qui intéressent chaque actant ou chaque acteur, pour par la suite arriver à une forme de mobilisation qui a de l'intérêt pour tout le monde. Donc, ici, on est très clairement dans l'application très concrète d'un concept qui est bien ancré en sociologie, qui est la théorie du réseau ou la théorie de la traduction, avec vraiment cet aspect de traduire les intérêts qui sont a priori de première vue peut-être divergents, mais plus on creuse, plus on s'intéresse à l'authenticité de l'intérêt de chaque acteur, on se rend compte que finalement il y a lieu d'avoir des convergences des intérêts, mais qu'il y a besoin, on a besoin de certains intermédiaires qui peuvent faire cette lecture transversale des intérêts des uns et des autres. Donc on est clairement dans un concept de traduction et un concept de mise en relation d'acteurs avec cet élément coup de foudre qui peut, donc la phase de contextualisation peut faire émerger les coups de foudre, peut faire émerger les découvertes où on se rend compte qu'on a des intérêts communs et qu'il faut juste
exprimer peut-être les choses différemment, d'une autre manière, pour arriver à une convergence d'intérêts. Et donc, forcément, quand il y a convergence d'intérêts, il y a enrôlement. Les acteurs acceptent les rôles qu'ils sont obligés de faire ou qu'on leur demande de faire. Et quand ils acceptent ces rôles-là, eh bien forcément, on arrive à une mobilisation. Et donc, du coup, il y a synergie, il y a une dynamique intéressante qui se crée. En tout cas, au cœur de la notion d'émergence, si je vous entends tous, se pose vraiment la question du sens. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais formuler un regret et saluer Saïda Bouchlih qui devait être parmi nous et qui avait l'intention justement de développer sur cette question du sens. Pour lui, une émergence, c'est d'abord ce moment de la naissance, mais ce qui caractérise une émergence, c'est la façon dont elle porte par son existence et sa capacité à exister dans la durée une interrogation sur la norme et sur l'organisation globale. Donc cette plasticité est tout à fait intéressante à questionner. Donc je reformule le regret que M. Abouchlih ne puisse se joindre à nous. Je vous rappelle que vous pourrez poser en ligne vos questions sur la plateforme pour continuer ce débat. Donc nous avons vu ce moment des émergences, les prérequis et la question de son sens. Maintenant, voyons les acteurs qui contribuent à la faire exister. Bien, alors je vous invite à voir à présent une petite vidéo qui a été réalisée pour décrire un peu ce que sont les émergences. Elle semble jaillir de façon spontanée dans les failles, les interstices, les zones blanches du développement. Elles sont le fruit d'initiatives locales, d'intelligence collective patiemment menées, par l'engagement humain de militants passionnés, le soutien de bailleurs désintéressés et surtout la patience d'acteurs microéconomiques, d'entrepreneurs sociaux. Ensemble, ils se prennent en main, ils modifient leur vie quotidienne, comblent les lacunes de leur environnement, les déficiences en services, en éducation, en formation, en emploi. Ils font grandir les rêves, peuplent les déserts culturels, redonnent de la fierté à leur communauté, même si durant le chemin plusieurs doutent, même si dans le parcours les plus précaires lâchent, ils ont la résilience qu'il faut pour tenir sur le temps et dans la durée. Chaque initiative est différente, mais toutes sont en commun d'être fondées sur la confiance et le leadership d'hommes et de femmes de terrain qui revendiquent leur autonomie. Toutes prennent des décisions au plus près du réel, capitalisant sur les ressources locales. Toutes sont des laboratoires d'innovation sociétale. Agiles, ils préfèrent toujours réfléchir en marchant et se développer en interdépendance avec leur environnement. Alors, parfois, les sponsors, les collectivités locales, l'État les rejoignent pour les aider à grandir, parce qu'elles méritent d'être soutenues, que leur exemple est une leçon, une alternative aux approches socio-économiques venues d'en haut, et peut-être même un modèle à suivre, où finalement, la gouvernance restera toujours partagée entre le terrain et les acteurs institutionnels. Ce sont les émergences. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Il en faut de la résilience dans des déserts culturels et même des déserts économiques et des déserts de droit. Saluons le courage de nos concitoyens qui travaillent d'arrache-pied en zone rurale, dans nos villes, pour proposer des initiatives.
Pour que leur projet se transforme en émergence, le groupe d'observation qui a travaillé depuis 3 années insiste sur la nécessité d'une chaîne d'acteurs à différents niveaux de l'expérimentation. Je souhaite maintenant me tourner vers Ahmed Benabadji qui va nous parler des catalyseurs. Alors Ahmed Benabadji, vous êtes vice-président de l'Association des citoyens, vous êtes co-rédacteur du Policy Paper qui m'a amené à prendre connaissance de ces travaux, et vous venez de fonder depuis le mars dernier l'Institut Transilience, qui est un centre de recherche indépendant et un centre de formation sur la résilience des territoires. Alors, parlez-nous des catalyseurs. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Quelle est leur fonction? Et quelles sont les limites de leur action? Merci. Alors, je crois que le film que nous venons de voir, d'ailleurs, en parle en filigrane. Il parle beaucoup de ces catalyseurs. On a entendu tout à l'heure Lubna Mouna, et Lubna Mouna est un exemple de catalyseur. Il y en a beaucoup de catalyseurs au Maroc, il y en a autant que d'émergences. Et l'une des grandes choses que nous avons apprises en étudiant ce phénomène pour ce rapport, c'est qu'en fait, il y en a effectivement beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le croit. Alors, ces catalyseurs, qui sont-ils? Ils sont très variés. Et on serait en peine de dire qu'il y a une bonne pratique de catalyseur. Je dirais qu'il y a à peu près autant de pratiques de catalyseurs qu'il y a de catalyseurs. Et qu'il y a de catalyseurs mis en situation dans une émergence. Ce que font ces catalyseurs, et là aussi le film excellent qu'on vient de voir en parle, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils apportent de la confiance à un moment donné dans un système qui est bloqué. Lorsque vous êtes dans une communauté rurale, comme en parlait tout à l'heure Lubna, ou lorsque vous êtes dans un quartier ou avec des jeunes qui sont en difficulté, qui n'ont pas d'emploi, le problème de départ, c'est le problème de la confiance, qui est à la fois une confiance dans l'avenir et une confiance dans sa propre capacité, dans sa propre capacité à trouver des solutions. Et ce que font les catalyseurs, c'est simplement d'être présent au moment où il faut pour dire « mais c'est possible, c'est possible, il y a une lumière au bout du tunnel, parce que vous avez des ressources très souvent que vous ne connaissez pas et que vous n'utilisez pas. Et puis, c'est possible parce que vous avez les capacités derrière d'utiliser ces fameuses ressources. Donc, ils ont un rôle qui est vraiment un rôle de catalyse. Alors, ce n'est pas eux qui font le process, il faut être très humble quand on est catalyste. J'en suis un moi-même dans mes activités associatives. Mais on ne fait pas les choses, on les accélère. Vraisemblablement, si on était tout à fait sincère, on se dirait que de toute façon, les processus d'émergence se feraient sans nous. Mais ils mettraient peut-être un peu plus de temps. Voilà, donc ça c'est ce que fait un catalyseur. Peut-être il y a un autre pendant à votre question, c'est ce qu'il ne doit surtout pas faire. Alors là, pour le coup, tout le monde est d'accord là-dessus, sur ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est donner des solutions. Et ce qu'il ne faut pas faire en deuxième niveau, c'est de mettre un cadre trop rigide. Et effectivement, c'est là la grande difficulté qu'on voit dans des processus de développement qui sont impulsés du bas vers le haut, dont parlait Driss Khourouz tout à l'heure, par rapport à ceux qui viennent du haut vers le bas, c'est qu'en général, du haut vers le bas, il y a des cadres, il y a des procédures, il y a des institutions qui imposent leur manière de voir et leur manière de faire. Et on a besoin de ces choses-là. Mais en même temps, si on veut créer des dynamiques, il faut laisser un espace de création, un espace d'innovation, et ça ne peut pas se faire ça dans des cadres trop rigides. Ça ne peut pas non plus se faire si on apporte des solutions directement. Parce que quand on apporte des solutions, on crée grosso modo des comportements d'assistanat, les gens attendent la solution prochaine et la solution prochaine. Il faut laisser faire. Et c'est toute la difficulté du catalyseur qui doit être à la fois engagé, mais en même temps pas faiseur. Il doit accompagner. Alors, votre regard s'est construit à la fois à partir d'une expérience marocaine, donc à travers Open Village, qui a accompagné le village de Tizi Ouzou. C'est ça. Et vous avez également fait un tour du monde pendant 1 an, où vous êtes allé vous installer pendant 1 mois dans 12 villages tout autour de la planète pour voir ce qui pouvait marcher et est-ce qu'il y avait l'apparition d'émergences similaires. Vous me disiez que vous avez constaté le caractère hyper local à chaque
parfois de ces expériences. À votre avis, pourquoi elles n'ont pas pu être généralisées ? Alors je pense qu'elles n'ont pas été généralisées parce que il y a vraisemblablement plusieurs raisons, mais en tout cas la première qui me vient à l'esprit, c'est que tout bonnement déjà l'État ne les voit pas. Et ne les voit pas parce qu'elles sont petites, elles sont dispersées sur le territoire, et que l'État, de manière générale, a plutôt tendance à regarder des choses qui sont grosses et qui sont dans des domaines politiques, sociaux, économiques, avec une certaine ampleur. Là, comme vous le disiez, nous, on les a vus, ces phénomènes d'émergence, dans une douzaine de pays, mais à chaque fois en faisant l'effort de rester un mois dans un village isolé. Dans un village isolé, vous n'avez aucun représentant de l'État qui va aller passer un mois pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Et d'ailleurs, s'il y restait un mois, il se rendrait compte qu'il s'y passe des choses, mais ce n'est pas exactement la même chose que ce qu'il avait vu le mois d'avant. Et donc, il y a une espèce de difficulté à ce moment-là à définir des politiques généralistes. Et c'est peut-être la deuxième raison, c'est que l'État travaille plutôt sur des politiques générales qu'on peut déployer sur l'ensemble d'un territoire ou d'une région. Et là, on est obligé de réfléchir à des politiques qui sont effectivement hyper locales. Donc il y a une difficulté pour l'État véritablement à travailler là-dessus. Il y a une troisième difficulté qui est celle des cycles. L'État, ça n'est rien d'autre que les agents de l'État. Les agents de l'État sont soit des élus, soit des gens qui sont dans l'administration. Donc soit des gens qui vivent suivant le cycle des élections, soit des gens qui vivent suivant le cycle des promotions. C'est des délais relativement courts. Or, une émergence, c'est un processus qui prend du temps. Donc quand vous êtes un agent de l'État ou un responsable politique, ce qui importe pour vous, c'est de faire quelque chose qui a un résultat rapide. Une émergence, c'est pas rapide. Alors est-ce que ça veut dire pour autant que l'État ne devrait pas travailler ou agir pour aider les émergences? Non, moi je ne crois pas, et je pense que une bonne partie des conclusions auxquelles nous sommes arrivés dans le cadre du rapport, c'est justement de dire on a besoin de l'État au niveau des émergences. Ce n'est pas deux processus séparés, c'est des processus qui doivent se combiner. Et comment l'État peut agir? L'État peut agir parce qu'une émergence, c'est un peu comme une fleur qui surgit sur un champ de ronces. On peut passer à côté et regarder et se dire, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais c'est anecdotique, c'est joli, passe à côté, ah tiens, il y a une rose qui est sortie d'un champ de ronces, c'est joli. Mais en réalité, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi elle est sortie à cet endroit-là. Quelles sont les conditions du sol à cet endroit particulier qui a permis à une rose de sortir de ce champ de ronces? Et là, l'État peut travailler. Là, l'État peut dire, ces conditions de sol, moi, on a appelé ça les prérequis dans notre rapport. Moi, l'État, je peux m'assurer qu'elles vont être mises à disposition de l'ensemble du territoire. Sur le concept d'émergence, vous soulignez le fait que ce sont des expériences à la fois indépendantes de l'État, mais également de la société civile. Comment vous vous positionnez, étant donné qu'on est dans un pays où la société civile, heureusement qu'elle est très forte pour pallier les défaillances de l'État, et est-ce que se placer en dehors de l'État n'est pas un renoncement à notre devoir de citoyen de rappeler à l'État sa responsabilité vis-à-vis des concitoyens? Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une espèce de dichotomie entre, encore une fois, la société civile d'un côté et l'État. Je reprends le policy paper. Oui, justement. Et je pense qu'on le dit assez bien dans le policy paper, c'est-à-dire qu'à la fois, certes, l'État doit faire autrement, mais on ne dit pas qu'il ne doit pas faire, et on ne dit pas non plus qu'il doit résoudre l'ensemble des problèmes. Et je pense que ça, c'est un point qui est vraiment fondamental, parce que à la fois, on a vu ça dans le Maroc, et effectivement, on est tous collectivement dans une réflexion sur le modèle de développement marocain, et comment il faudrait faire pour que le pays aille mieux, pour que les gens vivent mieux. Mais il ne faut pas oublier, on est en train de sortir, j'espère, d'une période difficile, de crise, la période Covid. Vraisemblablement, on va rentrer dans d'autres crises encore plus difficiles, encore plus nombreuses, encore plus systémiques. On en parle aussi dans notre rapport, du fait que les crises sont liées entre elles et que petit à petit, on va se retrouver, nous,
et les générations qui nous suivent dans un monde qui est beaucoup plus compliqué. Demander dans ce monde de plus en plus compliqué à l'État de pouvoir résoudre l'ensemble des problèmes, ça me semble totalement utopique. Résoudre le problème de l'eau en disant simplement l'État n'a qu'à se débrouiller, il n'a qu'à amener l'eau partout, non. Ça, je n'y crois pas, et il faut qu'on fasse le deuil de ce rêve-là, de cette utopie-là, parce que celle-là, elle ne fonctionnera pas. Ça va changer, ça va passer, par des changements de comportement individuel et collectif. C'est-à-dire qu'il y a des choses que la société civile va devoir prendre en main elle-même. Et c'est tant mieux, et c'est bien. Je ne pense pas que l'État soit contre ça, bien au contraire. Peut-être d'ailleurs que l'État devrait se recentrer sur un certain nombre de choses beaucoup plus fondamentales, entre autres de créer ce terreau fertile pour les émergences. Mais à nous, maintenant, de prendre en charge un certain nombre de choses. Et alors je disais, tant mieux, parce que, et c'est la beauté et là encore le film en parle, les émergences, qu'est-ce qu'elles font là dans cette histoire? C'est qu'elles nous montrent que c'est possible, et d'une certaine manière, elles nous montrent la voie. C'est-à-dire, ces gens qui travaillent à Tizi Nouchek pour développer leur village, ou à Hajarat Nhal pour faire une école nouvelle, ou dans les Aïd Bougmès pour faire une autre école suivant un autre mode, mais dans un monde rural, une école Montessori, figurez-vous, dans un monde rural, et tous ces autres exemples qui sont montrés dans le film ou qu'on a étudiés dans notre rapport, elles nous montrent que changer est possible et qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire nous-mêmes. Donc, engageons-nous, allons-y. Très bien. Manal Haboubi, est-ce qu'il est possible systématiquement, si on part du principe qu'on a des acteurs, on a des catalyseurs qui interviennent et qui lancent une expérience positive, est-ce qu'il est systématiquement possible de la dupliquer? Est-ce que la scalabilité est systématique? Ça serait une excellente chose. Maintenant, il faut savoir qu'une scalabilité n'a de sens que si elle arrive à donner du sens aux acteurs qui vont être objets de cette scalabilité, qui n'ont pas fait l'objet de l'émergence, mais qui vont faire l'objet de la scalabilité. Et là, il y a des conditions à mettre en place. Déjà, on ne va pas aller vers la scalabilité des émergences qui ont moyennement réussi ou qui ont un peu trébuché. Il faut qu'on ait vraiment des success stories. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, et je pense que l'expérience d'Ahmed Benabadji internationale avec tous ces villages-là va montrer qu'il y a des réalités qui sont singulières à chaque contexte où à un moment donné on va se dire il va être totalement difficile de sortir de ce contexte-là et aller donner des leçons vers d'autres. Et donc cette scalabilité va être du fait qu'elle est ancrée dans ces émergences plutôt, du fait qu'elles sont ancrées dans un territoire avec des compréhensions singulières des acteurs qui sont tout à fait légitimes, et le fait aussi qu'il y ait des contextes culturels, politiques différents vont faire que cette scalabilité ne pourrait pas marcher systématiquement. Donc on sort, ça remet même en question la notion de scalabilité, parce qu'on sort, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'idée de reproduire un exemple. Par contre, la scalabilité prend sens quand on va la documenter et la valoriser. Et ça, c'est un élément qui est fort absent dans la documentation, et c'est là où les chercheurs en anthropologie, en sociologie, en sciences de gestion peuvent aller documenter le sens fort de ces expériences pour pouvoir en tirer des leçons pour d'autres contextes. Et comme a dit Ahmed tout à l'heure, c'est de l'étude qui est longitudinale, et forcément les résultats ne sont pas les quick wins qui intéressent le monde politique ou qui intéresseraient même les acteurs économiques qui sont là, bien sûr, qui veulent documenter le retour sur des investissements, mais c'est là le travail des chercheurs qui serait intéressant pour montrer les conditions d'une scalabilité. Mais systématique, ça serait très utopique. D'accord. Très utopique. On a évoqué deux niveaux jusqu'à présent, beaucoup le niveau micro, local, de l'expérience individuelle, et également le niveau macro, donc les politiques publiques, etc. Vous, Amin Ben Mlih, vous allez nous parler d'un autre niveau, un niveau intermédiaire, le niveau méso. Alors, vous êtes cofondateur des Citoyens, dont vous êtes secrétaire général. Vous êtes également cofondateur avec Madame Mouna et Monsieur Benabadji du Transilience Institute, et vous êtes consultant et chercheur. Vous avez fait une thèse sur l'émergence du sens dans les écosystèmes territoriaux, donc les dynamiques
dynamique de construction du sens dans les collaborations territoriales entre acteurs privés et publics et sur la manière dont se construit une convergence des intérêts des uns et des autres. Toutes les expériences que vous avez documentées évoquent la notion d'écosystème. Comment ça se construit un écosystème et quels sont les agents qui peuvent mettre en contact les différentes parties prenantes? Alors c'est un point important. Un écosystème, déjà, ça ne se décrète pas. C'est comme une communauté ou un territoire. Un territoire ne se limite pas à ses frontières administratives ou géographiques ou réglementaires. Un territoire, comme une communauté, comme un écosystème, c'est quelque chose de vivant. Ça se construit, ça émerge. Donc, comment est-ce qu'on construit un écosystème? C'est déjà en mettant en place des conditions favorables, des bons ingrédients. C'est comme un bon plat. Vous savez, si on met des ingrédients qui ne sont pas très frais ou pas de la meilleure qualité, le plat ne sera pas terrible, même si on a la meilleure recette du monde et un chef cuisinier hors pair. Il va peut-être accommoder, mais le résultat ne sera pas terrible. Donc, les acteurs, c'est quoi? C'est les ressources, c'est la culture, c'est l'histoire, l'identité. Et c'est les acteurs qui vont s'impliquer. Donc, cette notion d'acteur, elle est importante à l'échelle qui est intermédiaire entre le micro et le macro, ce que vous avez soulevé. Donc, c'est ce qu'on appelle l'échelle méso. Et ces acteurs, en particulier les intermédiaires, il y a plein de catégories d'intermédiaires qui mettent en lien, qui mettent en reliance, en réseau, qui connectent un patron d'une coopérative avec un patron d'une entreprise, avec un responsable d'une collectivité. C'est des passeurs, en fait. C'est des gens qui traversent les frontières et qui arrivent à faire passer les flux d'informations, les opportunités, les idées d'une frontière à l'autre, d'un monde à l'autre, et ils font ce travail de traduction que mentionnait Manal tout à l'heure. Ces acteurs intermédiaires, ils sont aussi des courtiers de connaissances. C'est des gens qui savent quel type d'informations, d'approches, d'outils, de méthodologies, peut-être de mécanismes institutionnels qui existent quelque part, mais dont personne n'entend parler localement, ils les mettent en connexion, en lien, comme l'enseignant et la jeune. Et ce travail d'intermédiation, c'est un travail aussi de tir de confiance. C'est des personnes qui, par leur légitimité, généralement plutôt informelle, parce que c'est des personnes qui sont crédibles, qui ont fait des choses, qui sont respectées, réputées pour leur background, elles font ce travail d'accompagnement, un peu comme ces personnes qui viennent extérieures à des villages, mais qui sont en écoute, qui sont en observation, en posture humble, et surtout pas de sachantes. C'est des gens qui peuvent donner des idées, c'est pas ça le problème, mais ils peuvent pas apporter une solution toute faite. Donc ils sont là comme le jardinier qui travaille ce jardin patiemment pour faire pousser les plantes. Voilà. Et ces acteurs, c'est aussi les acteurs du terrain. Ces gens qui font un peu underground, parfois ils sont méconnus. Ils ont une idée juste formidable, ils ont fait un prototype ou un produit qui est tout à fait innovant, mais personne n'en a entendu parler. Comment les valoriser? Et c'est aussi des acteurs qu'on appelle de l'upper ground, c'est ces grandes institutions, ces grandes entreprises qui sont intéressées à capter ces produits, ces expériences, et à les canaliser, à les commercialiser, à les financer peut-être. Voilà. Et puis entre les deux, on parlait des intermédiaires, c'est un peu le middle ground, et c'est les trois grandes catégories de ce qu'on appelle les territoires créatifs. Un petit peu, c'est toute une mouvance qui existe dans le monde, dans des villes comme Montréal, Barcelone, etc. Donc accompagner, financer, pour faire ensemble, et vous insistez sur la notion de co-construction, voilà, pour sortir de ces rapports de verticalité? Exactement. Alors la co-construction, c'est vraiment la clé. C'est peut-être, pour en avoir parlé avec les collègues et les amis, ça fait partie des invariants, des expériences singulières, micro-locales qu'on a pu observer au Maroc, d'une part, mais aussi dans le monde. Et cette co-construction, c'est quoi? En fait, ça passe par plusieurs, processus. Un premier processus dans la co-construction, c'est la pluralité, la diversité des profils et des acteurs. C'est qu'il y ait des gens
concernés par les situations, qui est des représentants des collectivités, des acteurs associatifs, des fois des chercheurs, et de pouvoir les mettre en dialogue. Donc c'est, avant de tout de suite répondre, déjà discutons, développons cette interconnaissance, cette intersubjectivité qui va favoriser finalement cette intercompréhension que disait Manal tout à l'heure, cette traduction. Donc c'est le fait de se rencontrer, et des fois dans des lieux, la notion de lieu, d'espace tiers, d'espace médian, de lieux physiques, conviviaux, ouverts avec des règles du jeu, d'ouverture, c'est très très important pour permettre ces dialogues. Ces dialogues ensuite, autour des enjeux, ils permettent de faire émerger des idées d'alliance. Donc des alliances, c'est des gens qui se mettent ensemble pour réfléchir à une problématique sociale, sociétale, de l'eau, de l'éducation, etc. On se met ensemble parce que la complexité de ces problématiques ne peut pas être résolue par un seul type d'acteur, même s'il y a beaucoup de moyens. Et ces alliances, ce qui est important autour d'idées et d'enjeux, c'est important qu'elles se traduisent en expérimentation collective. C'est très important. Le passage à l'action, le plus rapidement possible, il est essentiel parce qu'il y a des gens, et c'est comme ça, c'est la nature humaine, même si vous leur dites les meilleures méthodologies, les meilleures histoires, les personnes les plus impressionnantes, ils ne vont pas vous croire, s'ils ne voient pas de leurs yeux. Donc là, l'expérimentation collective, c'est pas une expérimentation locale, c'est pas une expérience dans une coopérative, non, c'est des collectifs d'acteurs hybrides qui travaillent autour de l'intérêt général, dans un village, dans une communauté, un endroit, autour de quelque chose de concret, un système d'induction, un système d'éducation alternative, que sais-je. Alors, est-ce qu'on en a la culture au Maroc? Parce que vous me disiez en préparant ce séminaire que le niveau méso aujourd'hui est dysfonctionnel. Quand vous mettez différents acteurs ensemble, il y en a un qui prend un ton d'autorité, qui n'est pas dans l'écoute, qui finalement ne maîtrise pas ni le sens ni les codes de cette démarche qui permettent de faire ensemble et dans l'écoute et dans le respect. Alors la réponse n'est pas binaire. Ouais. C'est qu'en fait, il y a des choses qui existent au Maroc, et plus on se rapproche du terreau local, des communautés vivantes, qui sont encore vivantes, et plus il y a des savoir-faire tribaux, ancestraux, comme Jma'a, comme un certain nombre de pratiques, de dialogue, de concertation, de délibération, qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui ne sortent pas des business schools, ça s'est pratiqué depuis des siècles. Donc la co-construction, elle se pratique en fait. Après, la problématique, c'est plus au niveau leadership institutionnel, ou leadership des acteurs organisationnels, qui sont, pour certains, ils veulent bien faire, mais ils ne sont pas acculturés à cette notion d'accompagnement, parce que ça appelle une nouvelle pratique des institutions intermédiaires, des corps intermédiaires, notamment territoriaux. Un certain nombre de gouverneurs, de responsables avec qui j'ai pu échanger ces dernières années en sont de plus en plus conscients. Il y a une sorte de mouvance naissante et croissante, mais ils se rendent compte qu'ils doivent être là pour faciliter, pour accompagner, et pas pour décréter. Ça ne les empêche pas de garder leur figure d'autorité quand il le faut, pour arbitrer, pour débloquer quelque chose qui ne va pas. Mais faire ce travail de facilitation, de mise en dialogue, il faut un peu de training, peut-être il faut un peu d'exemples, voir d'autres qui le font. Et ça nécessite tout un travail de capacité, je pense, dans le futur. Merci, si Amine. Manal, est-ce que cette situation que décrit Amine Belmlih est spécifique au Maroc? Est-ce qu'il y a d'autres expériences dans d'autres contextes qui pourraient apporter aussi un éclairage sur... Alors, l'expérience du dialogue interacteur et de la co-construction est bien beaucoup plus vieille. Hein. Je pense qu'ici, on est au stade d'observation et on est au stade d'expérimentation. Mais si je prends d'un point de vue académique les expériences qui ont été documentées scientifiquement, je vais prendre un exemple célèbre de la domestication des coquilles Saint-Jacques à la baie de Saint-Brieuc, où là, on avait clairement un souci où on avait d'un côté les pêcheurs
qui avait de moins en moins de possibilités d'avoir des coquilles Saint-Jacques. De l'autre côté, on avait la communauté des chercheurs qui demandaient des conditions de reproduction pour protéger la biodiversité. Et d'un autre côté, on avait les consommateurs qui ne voulaient pas changer leurs habitudes de consommation et qui réclamaient de plus en plus de coquilles Saint-Jacques dans les étalages au supermarché, bien sûr avec des prix qui sont abordables. Donc chacun de son côté avait une demande qui est très légitime. Mais a priori, quand on regarde le tout, on se retrouve avec des intérêts qui sont contradictoires. Et donc c'est là où est née l'expérimentation de la théorie de la traduction dont on parlait tout à l'heure. Et c'est là la documentation de l'exemple de cette émergence qui a été jusqu'à une documentation scientifique qui est même devenue un exemple. Ça s'est passé en 1970. Hein. D'accord. Donc ce n'est pas une histoire qui est toute récente. Et donc tout ce travail de co-construction et de dialogue interacteur, comme a dit Ami tout à l'heure, avant de commencer à régler le problème, mettons-nous d'abord à dialoguer entre nous. Ce sont a priori des communautés ou un groupe d'acteurs qui ne parlent jamais. Les chercheurs d'un côté, les pêcheurs, les consommateurs et le pouvoir public qui, lui, a envie de résoudre ce problème du territoire et pouvoir valoriser cette production de coquilles Saint-Jacques qui faisait vraiment partie d'une forme de référence pour ce territoire. Donc, les exemples, je pense qu'il y en a plusieurs, mais la documentation des exemples pour pouvoir aller en faire une forme d'exemplarité est quelque chose qui n'est pas encore acquise et souvent pratiquée. Je pense que c'est là aussi un des objectifs ou un des terrains d'exploration et d'investigation à la suite de ce travail-là, c'est de voir comment valoriser ces expériences-là et comment les documenter encore plus. Alors j'ignorais que les coquilles Saint-Jacques avaient été domestiquées, vous me fendez le cœur, mais voilà, en tout cas je retiens de vos interventions aux uns et aux autres à quel point ce travail s'inscrit sur la longue durée, comme celui également de la société civile. Alors je vous invite à voir à présent une petite vidéo puisque le projet pour un Maroc des émergences a été accompagné par Oxfam. Nous avons avec nous le responsable Maroc d'Oxfam qui s'adresse à nous. Bonjour à tous. Oxfam au Maroc est fier et heureux de soutenir cette initiative du Maroc des émergences pour contribuer à la définition d'un nouveau modèle de développement inclusif et durable. Plus que jamais, les notions de solidarité, de redistribution et de protection des plus faibles n'ont été une priorité. Plus que jamais, la réduction des inégalités, afin de prévenir une nouvelle vague de pauvreté que le Maroc avait si bien fait reculer ces dernières années, est une obligation et nous engage. Sa Majesté le Roi ne s'y est pas trompé et apparaît aujourd'hui comme un visionnaire tant la définition d'un nouveau modèle de développement n'a jamais été aussi prégnant et urgent. La crise sanitaire que nous traversons et la crise économique qui émerge doit être une opportunité d'interroger nos modèles sociaux, économiques et politiques. Elle questionne nos dynamiques collectives de vivre ensemble, de solidarité, mais aussi nos contributions individuelles, notre participation citoyenne. Mais tout n'est pas à inventer. Depuis longtemps, de nombreux acteurs à leur niveau créent, innovent, proposent, comblent, développent. Le Maroc des émergences s'est valorisé et amplifié avant de réinventer ou de recycler les vieilles recettes. C'est mettre en lumière l'autre et proposer au lieu de s'accaparer et de critiquer. C'est prendre en considération le bas, les petites initiatives, le local, pour aller du local au global. C'est donner la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Donner leur place à celles et ceux qui n'ont pas accès à la table du développement. Le Maroc des émergences est en soi un nouveau modèle de gouvernance inclusif et durable. Un modèle où les jeunes, les personnes migrantes, les femmes, les ouvriers, les ouvrières, les personnes handicapées sont acteurs de leur propre développement. Un modèle où le secteur privé devient citoyen et prend sa part, en tant que partie prenante, dans la protection et la valorisation des salariés, ainsi que dans la préservation de l'environnement et dans la redistribution fondamentale des richesses. Depuis 30 ans, Oxfam au Maroc travaille avec ses partenaires à la réduction des inégalités sociales, spatiales et économiques.
La bonne gouvernance, la justice de genre, la participation citoyenne ont toujours été au cœur de nos actions, des actions qui ont toujours souhaité contribuer à ces émergences, à proposer et à innover. Il n'y avait donc rien de plus naturel que, avec la Fondation Friedrich Ebert, Economia et les associations citoyennes, s'inscrire dans cette initiative du Maroc des émergences pour un développement inclusif et durable. Ce n'est qu'un début qui s'appuie déjà sur un long vécu qu'il faut donc transformer. Il est donc temps plus que jamais de mettre en œuvre ce nouveau modèle de développement. Bon courage à nous tous. Solidairement, Oxfam au Maroc. Merci. La Fondation Friedrich Ebert est une fondation politique allemande qui place toujours la quête de plus de justice sociale au centre de son travail. C'est justement pour cette raison que nous appuyons ce projet depuis ses débuts, car son but est de proposer une alternative progressiste au modèle de développement en vigueur. Une alternative basée sur l'inclusion, l'équité, la justice de genre et la durabilité. Ce travail colossal n'aurait pas été possible sans la contribution, sans l'engagement altruiste de beaucoup d'entre vous, et je vous remercie pour cela. Mais je vous remercie surtout pour continuer à nos côtés, pour continuer à appuyer avec votre participation aujourd'hui ce travail dont la finalité est d'aider à provoquer le changement vers un Maroc socialement plus juste. Alors nous avons donc abordé les émergences au moment de leur naissance, les acteurs qui s'y étaient impliqués, les catalyseurs, la construction d'un écosystème et l'insistance sur le niveau méso. J'accueille à présent Mamoun Taheri Joutaï. Bonjour monsieur, j'espère que vous avez pu quand même suivre notre débat. Vous êtes à distance. Alors vous êtes économiste de formation, vous avez consacré votre doctorat à la notion de capital social et vous êtes directeur central du Centre d'intelligence économique de Bank of Africa, qui est anciennement BMCE Group. Alors, vous allez nous parler justement des accélérateurs et notamment donc des structures qui interviennent au niveau d'un accompagnement. Vous avez lancé une expérience, un programme Mukawalati de soutien aux entreprises depuis les années 2000. Et en préparant ce séminaire, vous m'expliquiez l'importance fondamentale de la dimension non financière de l'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui. Alors, je lance mon chronomètre. Donc, déjà, bonjour à vous, bonjour à tous. Je suis vraiment content d'être associé à cette initiative parce que, en tant qu'institution et en tant qu'individu, ça montre que ce que nous avons fait pour l'entrepreneuriat a eu un écho et commence à avoir une reconnaissance au niveau national. Ça montre qu'en tout cas, que ce qu'on a fait, on l'a plutôt, j'espère qu'on l'a plutôt bien fait. C'est déjà vraiment une grande fierté et je vous remercie vivement pour ça. Alors, juste pour commencer, ça a été un programme qui a été lancé par le secteur public en partenariat avec les banques. Et donc, c'est pas forcément la BOA, donc la BMC à l'époque qui a fait ça. Et ça a été effectivement le point de départ de notre réflexion. Alors, comment cette réflexion a émergé tout simplement, dans Mukawalati, il y avait un objectif de financer, d'accompagner la création de 30 000 entreprises qui pouvaient bénéficier de jusqu'à 500 000 dirhams de prêts. Et c'était donc une vraie opportunité pour l'entrepreneur marocain, en tout cas pour les porteurs de projets. Ils étaient accompagnés par les banques, accompagnés par les pouvoirs publics, donc il y avait vraiment une vraie mobilisation. Et au bout de 3 ans, on s'est rendu compte qu'il n'y avait eu que 3 000 entreprises qui avaient été créées, donc seulement 10% de l'objectif. Et le principal frein, en tout cas, c'était l'accompagnement non financier. C'est-à-dire que venaient face au pouvoir public, face aux banques, des porteurs de projets, donc avec l'envie, mais malheureusement qui avaient du mal à présenter leurs projets, qui n'étaient pas toujours bien ficelés, donc c'était des projets qui étaient difficilement bancables et accompagnables. Et donc à partir de là, on s'est rendu compte, donc nous, au sein du groupe Bank of Africa, donc ex-BMCE, qu'il y avait un vrai intérêt à accompagner l'entrepreneur via un observatoire de l'entrepreneuriat que nous avons créé. Cette fois-ci, c'est BMCE qui l'a lancé dès 2009. Donc cet observatoire a donné lieu à un écosystème dédié à l'entrepreneuriat. Ça, c'était la chose qui était vraiment importante. Et puis, donc, effectivement, on a beaucoup insisté sur l'accompagnement non financier, comment aider ces jeunes porteurs de projets à développer leur
leur structure. Donc ça a été ça un peu, disons, la naissance de tout ça. Est-ce que vous pourriez nous préciser les domaines d'application? Je m'arrête pour laisser le temps à d'autres questions éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'un accélérateur exactement et qu'est-ce qu'il peut faire? Quels sont surtout ses domaines d'application? Alors, pour nous, cette intervention, disons, au sein de l'Observatoire qui comprend effectivement des accélérateurs et des incubateurs, elle est à plusieurs niveaux. Donc déjà, moi, j'aimerais bien parler du premier niveau qui a été la mise en place d'un écosystème. Donc, c'est un écosystème qui aujourd'hui réunit une soixantaine d'acteurs. Et ce que j'aime beaucoup dans tout ce qui a été dit, c'est que au sein de cet observatoire, on a pu faire l'ensemble de la démarche. C'est-à-dire qu'on est allé de haut jusqu'en bas. Donc, quand vous disiez qu'il n'y avait pas de lien entre la vision macro et la vision territoriale, donc micro, on a eu la chance de pouvoir suivre ça de haut en bas. Donc, de définir, de conceptualiser une approche et ensuite de la décliner jusqu'à le territoire. Et donc, c'est ça ce qui était vraiment important. Et on rejoint ce qu'avait dit le professeur Kroos, donc sur l'ensemble des démarches. Donc maintenant, sur un écosystème territorial. Donc ensuite, on a mis en place des séminaires et des formations. Et pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce qu'on a pu créer du capital social, donc de la confiance entre intervenants. Et ça, effectivement, ça a été fondamental. C'est-à-dire qu'on a décidé de proposer donc des séminaires, des formations en amélioration des capacités. C'est des choses qui sont relativement classiques, mais ce que nous avons fait dans un second temps, c'est que nous avons aussi proposé du networking. Donc on s'est vite rendu compte que les porteurs de projets et les entreprises qui étaient dans ces formations, donc c'est à peu près 8 jours de formation, donc 6 jours de formation pure et 2 jours de mentorat, donc directement, ça a permis à ces gens-là de créer du lien entre eux, de créer du capital, de pouvoir contractualiser. Donc par exemple, sur une promotion d'Agadir, en 4 mois, ils ont signé 15 contrats entre eux pour une valeur globale de 1,7 million de dirhams, ce qui pour des TPE est quand même pas mal. Et ça, sans intervention de notre part. On les a encouragés à se mettre ensemble. On a créé de la confiance entre eux, tous les éléments pour créer de la confiance. Et après, ils ont commencé à travailler entre eux. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui, on a accompagné plus d'1 millier d'entreprises. Et donc sur le premier échantillon de la première promotion, sur un feedback, on s'est rendu compte que 60% de l'échantillon avait vu une augmentation de son chiffre d'affaires de 40% et plus. Et en moyenne, chacune de ces TPE avait créé entre 3 et 4 emplois au bout d'un an. Donc là, pour nous aussi, ce qui était important, c'était d'avoir de l'impact sur le territoire. Parce que dans notre démarche initiale, en réalité, je vais être transparent avec vous, c'était aussi pour pouvoir influencer et se positionner sur l'entrepreneuriat. Mais quand on s'est rendu compte qu'il fallait, avant même de penser à de l'entrepreneuriat, créer une communauté d'entrepreneurs, la valoriser et aider finalement cette communauté et œuvrer socialement. Donc, on a vite oublié le premier objectif. On s'est dit, on va constituer une communauté d'entrepreneurs et après, on va voir comment on va pouvoir lui octroyer des financements. Donc, ça a été ça, véritablement, cette démarche. Et aujourd'hui, on voit que ça porte ses fruits parce qu'on retrouve effectivement toute cette logique d'émergence de la conceptualisation jusqu'au territoire. Maintenant, pour revenir à ces accélérateurs, les domaines d'application. Donc, effectivement, on a lancé un ensemble d'incubateurs en propre et puis on a un soft qu'on met à disposition de nos partenaires assez simplement. Donc, comme c'est des choses qui marchent plutôt bien jusque-là, ce qu'on fait, c'est qu'avec des partenaires, donc on leur propose de co-gérer avec eux ces accélérateurs, ces incubateurs pendant 1 à 2 ans et ensuite de les laisser voler de leurs propres ailes. Alors, tout ça est pro bono parce que tout est fait pour le porteur de projet au niveau local. Et donc, c'est tous les domaines. C'est-à-dire que pour nous, quand on parle d'incubation, ce n'est pas uniquement de la tech, etc. Ça peut être tout, tout ce qui impacte le territoire, tout ce qui permet de créer de l'emploi. Donc, on a des programmes de 18 mois où là, on fait rentrer des jeunes porteurs de projets et on les aide, cette fois-ci de manière très proche, très près. On va dire, il y a beaucoup plus de sélectivité parce qu'il y a entre 50 et 100, comme je vous disais, pour l'accompagnement en formation, c'est 1 millier par an. Là, sur l'accélérateur, c'est entre 50 à 100 par an. Et c'est là où on peut travailler sur les 18 mois pour les accompagner et les faire grandir. À un moment de votre initiative, vous avez souhaité impliquer les centres régionaux d'investissement et vous insistiez sur la validation par le public de cette initiative. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Exactement. Alors, c'est-à-dire que nous, dans notre projection, on était dimensionné en termes d'effet de levier pour commencer à toucher les 10 000 entreprises par année. Donc, ça a commencé à représenter quand même un nombre relativement important, soit en termes d'accompagnement, donc il fallait des ressources humaines, bien évidemment, mais aussi en termes d'impact et d'influence. Ça commençait à devenir un peu trop important et il nous fallait aussi interagir avec les autorités. Quand on parle de territoire, ça vous l'avez si bien dit,
professeur Rose et d'autres, vous avez dit qu'effectivement, il fallait le lien avec le territoire. Donc, c'est ce qu'on a cherché, c'est que pour nous, c'est très, très important aussi de décliner ça et d'utiliser le territoire comme levier et les pouvoirs, en tout cas les représentants territoriaux. Donc, il y avait les CRI. Donc, aujourd'hui, on est en train de signer des partenariats avec l'ensemble des CRI du Maroc. On avait le CRI de l'Oriental en pilote et on a déjà signé avec une dizaine d'universités et après une dizaine d'écoles de formation supérieure pour justement pouvoir impacter. Donc, quand on parle de public, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, et ça a été dit tout à l'heure, on a vite compris que les pouvoirs publics ont accepté qu'il y avait cette histoire d'impact territorial et ils devaient accompagner l'émergence d'activités génératrices de revenus. Ça, c'était quelque chose qui était important. Et donc, ils ont pris en charge ça, entre autres au travers des CRI. Donc, nous, on travaille aujourd'hui avec les CRI pour pouvoir proposer des formations, de l'accompagnement, on fait aussi des appels à manifestation d'intérêt, par exemple pour les coopératives, parce qu'il y a un vrai impact. Donc, il y a 2 niveaux. On va dire que sur le premier niveau, quand on a des porteurs de projets, là, c'est vraiment pour créer des activités génératrices de revenus. Typiquement, on est sur une logique simple. Aujourd'hui, on accompagne des gens pour qu'ils passent d'un revenu moyen de 500 dirhams par mois à 3000 dirhams par mois. Et en fonction des territoires, ça peut être des conditions de vie extrêmement dignes pour faire grandir une famille avec 2 enfants. Donc ça, pour nous, c'est important aussi, c'est offrir des conditions de vie dignes à cette population-là. Et dans un second niveau, c'est aussi, par exemple, typiquement tout ce qui est coopérative, comment accéder aux marchés locaux et internationaux. Donc ça, c'est un peu plus évolué. Donc on offre cette fois-ci des formations spécifiques pour que ces gens-là puissent monter en grade et continuer à créer de la valeur locale. Mais en tout cas, voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que d'une part, on a fait le lien public-privé, ce que vous avez dit tout à l'heure, mais aussi on a fait le lien entre université et entreprise. Parce que pour conclure mon propos, nous faisons aussi de la sensibilisation de l'entrepreneuriat et des programmes d'open innovation. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on va au niveau de nos universités et écoles partenaires et on repère les projets les plus intéressants et on les met dans des logiques d'open innovation. On les accompagne sur des projets, et là vous avez parlé de domaine tout à l'heure, donc des projets globaux qui peuvent les intéresser, mais aussi des projets bancaires. Et à ce niveau-là, on les récupère et on propose de les incuber, voire de financer leurs idées et leurs projets. Donc, encore une fois, vous avez cette articulation publique-privée que nous assurons. Vous avez cette articulation de haut jusqu'en bas, donc on a de la conception du projet jusqu'à l'impact territorial que nous suivons, et puis cette articulation université-entreprise, où tout à l'heure vous parlez de recherche fondamentale, de recherche appliquée, on fait ce fameux lien entre les gens de l'université qui confrontent et qui se retrouvent avec le milieu du travail pour pouvoir créer créer de la valeur ensemble. Je vous remercie, monsieur, pour votre éclairage. Je note donc l'importance à la fois de l'ancrage dans le territoire, mais aussi de l'essaimage de toutes les initiatives et du décloisonnement entre à la fois régional, mais également entre tout type d'acteurs, parties prenantes. Je me tourne à présent vers Manal Aboubi pour rassembler tout ce qui a été dit sur les différentes étapes des émergences. Alors Manal, quelles sont les conclusions sur l'ensemble de ce dispositif à cette étape du projet qui n'a pour l'instant que 3 ans, hein. Alors, juste 2 mots par rapport à toute cette dynamique entrepreneuriale dont parlait M. Taheri tout à l'heure, qui est effectivement très intéressante parce que c'est un phénomène qui est assez nouveau quand même au Maroc, hein, même si ça date de quelques années. C'est un peu comme une marmite de pop-corn, hein. Ça ne pourrait être que succulent. C'est intéressant de voir tout ceci apparaître et prendre sens. Maintenant, en lien avec cette question des émergences, ce qui est à constater, c'est que, il y a des émergences qui sont présentes, elles ont besoin d'être documentées, elles ont besoin de monter en puissance pour certaines d'entre elles, et elles ont besoin d'apparaître en surface pour que justement on puisse donner ce sentiment pas uniquement de dire on est dans des logiques de bottom-up ou de top-down, où on s'attend à ce que les acteurs publics fassent leur travail et on s'attend à ce que aussi le monde associatif fasse émerger des choses, mais qu'il y ait une vraie dynamique en écosystème, cette fois-ci un vrai écosystème qui s'équilibre entre eux. Et c'est là toute la difficulté de la chose. On parle souvent de ces écosystèmes un peu que je trouve souvent
utilisé à plusieurs sens, mais les équilibres entre les entités de ces écosystèmes sont très intéressantes. Et donc, cette vue globale de comment faire profiter le développement économique et social du Maroc sur base des expériences qui naissent est peut-être une nouvelle manière de considérer le développement, ou peut-être, si on peut dire, le modèle de développement économique au Maroc. Merci Manal. Le mot de conclusion appartient évidemment à Driss Khourouz pour résumer notre débat. Est-ce qu'on a perdu Driss Khourouz ? Non, il est là. Alors voilà, nous avons évoqué évidemment un travail qui est encore une fois à l'état d'étape, même ce sont uniquement 3 petites années de recherche qui ont donné lieu à une étude que vous pourrez retrouver sur les sites internet emergence.ma et economia.ma. Ce travail, évidemment, est une première étape d'observation. Il n'a porté que sur les expériences porteuses de succès. Beaucoup d'expériences n'ont malheureusement pas ce succès-là. Pour l'instant, elles n'ont pas encore été étudiées et peut-être qu'il serait intéressant de voir ce que ces échecs ont à dire et comment ils peuvent éclairer à leur tour cette réflexion. Sidris, quel bilan d'étape vous faites à ce stade ? Quelles sont les ouvertures permises par ce projet ? Est-ce qu'il y a des pistes à creuser ? Est-ce qu'il y a des connexions avec d'autres projets en cours ? Mais également, quelles sont les limites à la fois en termes de financement, quand par exemple des banques ne financent que des choses matérielles, mais n'investissent pas pour accompagner des compétences ou des expériences encore tâtonnantes. Je pense qu'il y a évidemment d'autres exemples à souligner. Et puis surtout, nous avons été confrontés à ce questionnement majeur, à cette remise en question majeure qu'a été la pandémie du Covid, en quoi ça a pu aussi apporter, imposer des rectifications dans cette démarche, dans cette vision. Sidris, il vous revient de conclure. Merci beaucoup. Cette approche, ce cheminement, cette marche, dans laquelle nous apprenons à marcher en marchant, a permis de montrer ce que beaucoup savent, c'est que toutes les questions de développement et des projets de société interpellent l'ensemble des acteurs et des structures. Et que donc il y a la question des savoirs, il y a la question des pouvoirs. Quand on dit les pouvoirs, c'est l'ensemble des acteurs, c'est ce qu'on appelait les catalyseurs, etc. Au-delà des mots, des jeux de mots, anglicisants, francisants, mazirosisants, etc., il y a des acteurs qui sont très importants et qui ont des rôles à jouer. Il se trouve qu'au Maroc, beaucoup ne jouent pas leur rôle, beaucoup le jouent de façon incomplète, mais aussi parce que c'est un apprentissage collectif. Dans ce travail, il ne s'agissait en aucun cas de faire le procès de qui que ce soit, de montrer qu'effectivement, la question du développement, aussi pragmatique et concrète qu'elle est, n'est pas de l'empirisme, tout simplement. C'est une vision globale, c'est une vision politique. Elle interpelle la démocratie, elle interpelle l'État, elle interpelle tous les pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs, elle interpelle le pouvoir associatif, elle interpelle évidemment toute la pyramide des structures de l'État central jusqu'à la petite commune rurale. Et que dans ce cas, effectivement, c'est tout cela qui fait l'État. Parce que l'État, c'est quoi ? C'est la cristallisation de la société. Et donc, il ne s'agit en aucun cas de penser l'État en opposition aux associations, aux initiatives, ni aux banques, ni aux entreprises, mais de penser dans la globalité, où il y a des rôles à jouer. Et l'État est effectivement le chef d'orchestre. Mais le chef d'orchestre à lui seul ne fait pas l'orchestre. Et ça, c'est important. Mais aussi, nous avons montré que cette articulation entre le local et le global, entre le national et le mondial, pose une question aujourd'hui qui est la responsabilisation, les capacités des acteurs locaux, parce qu'on les a suffisamment au Maroc depuis 50 ans, 60 ans, suffisamment déresponsabilisés, suffisamment infantilisés. On a créé des rentes, on a laissé la corruption,
on a laissé les trafics d'influence, mais aussi il y a des dynamiques vertueuses dans l'État, dans les institutions et dans les acteurs. Et en montrant cela, nous voulons montrer qu'il y a des dynamiques d'espoir dans lesquelles des acteurs sont impliqués. Il n'y a pas la ville et la campagne, le monde citadin et le monde rural, mais qu'il y a un tout. Et c'est donc ce mouvement du bas vers le haut, du haut vers le bas, qui crée cette dynamique et montrer qu'il y a des émergences. Ce n'est pas pour dire qu'elles peuvent créer des autoroutes, ni des aéroports, ni investir en Afrique, ni nous rapporter le vaccin anti-Covid, mais beaucoup plus qu'elles peuvent s'articuler avec des acteurs de terrain parce que sur le terrain, il y a des expériences, il y a des pratiques, il y a des expériences et des pratiques qui sont des espèces de pépinières. Et la maturation de ces pépinières, conjuguée avec le reste, feront qu'on pourrait créer, pas demain, on pourrait créer dans une dynamique à moyen terme, je l'espère, une société résiliente, durable, une société de solidarité, de liens et une société de moins d'inégalités, de plus de justice sociale, de plus d'implication. C'est ce qu'on appelle l'inclusion. Donc, il ne s'agit pas de parler, et je l'avais dit au départ, d'anecdotes en disant qu'un tel, il a fait un tel, il a fait un tel, il a acheté. Non, ce n'est pas du tout cela. C'est véritablement cette espèce d'effet de masse qui se crée par la conjugaison des différentes gouttes. Et ce sont ces différentes gouttes qui émanent de la montagne, du périurbain, de la ville, des quartiers, etc., dans lesquels des volontés s'incrustent et créent des synergies. Pourquoi? Parce qu'une association, quand elle est dirigée par le père, la mère et la sœur, ce n'est pas une association. Elle implique des jeunes, elle interpelle des jeunes, elle crée autour d'elle tout un phénomène d'adhésion. Et plus il y a cela au Maroc, plus ça prend des dimensions, plus ça interpelle le pouvoir central, plus ça interpelle les élus, plus ça met en échec les incapacités des élus, des collectivités, là où il y en a, et plus ça encourage les institutions qui financent, nationales, internationales, les élus qui s'impliquent, il y en a beaucoup, les volontaires qui s'impliquent, il y en a beaucoup, les enseignants qui font très bien leur travail, il y en a beaucoup, mais en même temps, ça met l'accent sur ceux qui trichent, ceux qui sont corrompus, ceux qui ne veulent pas le bien pour ce pays. Et donc, il ne s'agit pas de faire de la morale, mais de considérer que, effectivement, les théories, les sciences économiques, politiques, et toutes les sciences sociales et humaines nous donnent des instruments, mais que ces instruments, ils ne peuvent pas être valables à Casablanca, à Rabat, comme ils sont valables dans un petit village du Haut-Atlas, à Tizi Nouchen, ou dans la région de Brachma, ou dans un concept de je ne sais pas quoi, et que cela implique que tous les acteurs, effectivement, s'incrustent dans la proximité, et c'est ce qu'on appelle la contextualisation, tout simplement. On ne peut pas faire la même chose partout et par tout le monde. Et donc, c'est cela. En un mot, il est grand temps de faire confiance aux Marocains, de libérer l'énergie, mais de créer quelque chose qui est cassé, la confiance et le lien social. C'est d'abord le rôle de l'État, c'est le rôle du politique, des intermédiaires, mais c'est le rôle de chacun des Marocains, si c'est cela être citoyen. Ce n'est pas être consommateur et producteur, c'est cela être citoyen. Et c'est pour cela que les notions de ressources humaines, de capacité, d'émancipation, d'autonomie, de responsabilisation reviennent très souvent. Et c'est cela que nous avons essayé, grâce aux collègues qui ont fait un travail remarquable sur le terrain, et ce sont des chercheurs qui ont fait du terrain, avec les hommes et les femmes du terrain, et c'est cela qui a montré qu'on peut aller loin. Et c'est pour cela que j'ai utilisé plusieurs fois dans mes propos aujourd'hui que ce ne sont pas des anecdotes. Ça veut dire que nous n'avons pas cherché simplement ce qui marche. Parce que dans ce que nous avons montré, il y a des problèmes. Il y a énormément de problèmes. Ce ne sont pas les problèmes qui nous font peur. C'est l'incapacité de les aborder qui nous fait peur. Évidemment, il y a des limites. La première limite, et c'est la plus importante, c'est de mobiliser les gens autour de projets collectifs, parce que nous sommes dans une société, excusez-moi de le dire, qui progressivement, met l'individualité, l'égoïsme, l'intérêt privé au centre de la dimension sociale. Ce n'est pas cela un projet durable et inclusif. 2. L'État, il est garant des institutions
de la loi. La loi suprême, c'est la Constitution. Et donc, la société marocaine doit être une société de droit. C'est ce qu'on appelle l'état de droit, et non pas l'état de X ou d'Y. Et c'est important, c'est que, effectivement, le développement, c'est l'affaire de tous. C'est véritablement la ruche. Et dans les exemples, il y a des ruches. L'abeille, c'est véritablement la cellule de base. C'est l'embryon qui fait le reste. Si la cellule de base, ce n'est pas l'abeille, mais la mouche, on va tous vers une société qui va progressivement rompre le lien. Et c'est ce qui se fait, c'est pas bon. Et donc, c'est un signal d'alarme, non pas à travers un cri de plaidoyer, mais à travers une analyse scientifique et de terrain. Alors, les limites. Effectivement, nous montrons que toutes ces dynamiques doivent être articulées, non pas perdre leur autonomie, mais pour que progressivement, elles irriguent le reste. Le local irrigue le global et le global irrigue le local. Il faut des financements. Il faut encourager les gens. Il faut effectivement que les autorités s'impliquent. Elles s'impliquent dans beaucoup de régions. Il faut que l'école s'implique. Il faut casser le désenclavement des institutions et des acteurs. Est-ce que c'est duplicable? Toutes les expériences humaines et sociales ne sont pas duplicables, mais elles sont pleines d'expériences. Ce sont des enseignements. Ce sont effectivement des écoles d'apprentissage collectif. Ce qui manque dans le développement, c'est de changer les structures en changeant les comportements, en changeant les valeurs et l'adhésion à un projet collectif. Et ça pose la question que nous nous sommes posée au départ. Est-ce que c'est un modèle? Nous avons préféré, sans absolument pas trancher le débat parce qu'il ne nous appartient pas, que ce n'est pas un modèle, que c'est un projet de société que nous sommes en train d'interpeller. Il a soulevé beaucoup de questions, il a apporté des éléments de réponse, il est en cours. Mais en même temps, et c'est important, il n'a pas semé la culture du désespoir et la culture de la défaite. On peut faire des tas de choses à tous les niveaux et les gens, là où ils sont, peuvent améliorer leur quotidien à condition qu'ils soient aidés par les banques, par l'État, par les entreprises, par les organisations internationales, et que chacun doit sortir de son carcan pour aller vers les autres. Et en allant vers les autres, chacun aide l'autre. C'est ce qu'on appelle le lien social. Et cela ne peut se faire que si, effectivement, à la méfiance, on substitue la confiance. À la défiance, on substitue la solidarité, la complémentarité. Je ne fais pas de la morale. Ce n'est pas un propos, je dirais, de mobilisation que nous faisons. C'est simplement un propos de réalisme. Autrement dit, que ce n'est pas facile, c'est difficile, que là où une expérience a réussi, des milliers ont échoué, mais le plus important, ce n'est pas celles qui ont échoué, c'est celle qui a réussi parce qu'elle porte en elle les germes de l'avenir. Et construire le développement, c'est regarder l'avenir, faire confiance aux femmes et aux jeunes et aller vers l'avant. Merci Sidris. Je note état de droit, responsabilité, égalité homme-femme, respect. Finalement, c'est un projet humaniste dont nous avons besoin pour le Maroc. Ça n'est pas un luxe, c'est absolument une urgence. Souhaitons que le Maroc des émergences ne soit pas un slogan, ne prétende pas inventer l'eau chaude, ce qu'il ne prétend pas, et puisse permettre à nos concitoyens de voir épanouir toutes les potentialités qui sont en eux. Il me reste à vous remercier tous, si Ahmed Benabadji, Madame Loubna Mouna, Manal Aboubi, Amin Belmlih pour ce débat et évidemment Sidret Khrouz et si Mamoun Tahri Joutaï qui étaient avec nous à distance. Donc vous pouvez retrouver cette discussion en ligne et revenir pour plus de détails au policy paper qui a servi de base à cette discussion et qui sera en ligne sur les sites emergence.ema, economia.ema et je vous remercie.